pas été invités, la discussion de la proposition de loi est venue à l'Assemblée nationale. Et c'est nous-mêmes qui avons dit non, repoussons cela puisque nous attendons un appel du chef de l'État. Nous n'avons été appelés que lorsque nous avons décidé de voter la loi abrogative. Le jour où nous avons décidé de la voter, le chef de l'État nous a aussitôt appelés pour une séance de travail qui s'est tenue au mois d'avril à la présidence, au mois de mars à la présidence de la République. Et vous avez suivi le reportage de cette séance-là, séance au cours de laquelle nous insistions sur la nécessité d'observer une pause pour corriger les distorsions, sinon que la suite ne suivra pas. Cela n'a pas manqué. Nous sommes là, je raccourcis tout le récit pour en venir au résultat. Parce que, ayant constaté que le dialogue n'était pas possible, nous avons préféré clarifier la situation. En faisant quoi? En décidant de nous retirer de l'établissement de la clinique. C'est pour ça que nos représentants à la CPS ont démissionné et ont quitté la CPS. Deuxième décision que nous avons prise, c'est de ne rien entreprendre pour entraver le déroulement de la LEPI. Et je mets au défi qui que ce soit de nous montrer, de nous donner un exemple de mesures que nous avons prises et qui a eu pour effet de perturber, de ralentir le déroulement de la LEPI. Troisième décision, nous réservons par conséquent le droit d'apprécier à la fin les résultats. Si ces résultats sont bons, il n'y a aucune raison que nous ne les acceptons pas. Mais s'ils ne sont pas bons, nous dirons qu'ils ne sont pas bons. Je résume donc la situation en disant, dès le départ, nous avons fait observer que le démarrage est mauvais, qu'il faut le corriger. Nous n'avons pas été entendus. Et parce que nous n'avons pas été entendus, nous sommes sortis du système pour observer ce qui se fait. Mais nous n'avons rien fait pour perturber le déroulement. Nous n'avons rien fait pour entraver le déroulement. Nous réservons le droit d'apprécier à la fin des résultats. Le 27 janvier 2011, nous avons reçu une lettre du superviseur général de la CPS qui nous fait le point des résultats. Et nous nous sommes dit, voilà, nous sommes maintenant dans nos droits d'apprécier ces résultats. C'est pour ça que nous nous sommes rendus à la CPS pour avoir des informations complémentaires. Et que constatons-nous au niveau de ces résultats? D'abord qu'il est impossible d'affirmer que le recensement a été exhaustif. La CPS est dans l'incapacité totale de dire que le recensement a été exhaustif. Pour la raison suivante, lorsque l'on fait un recensement de la population, comme le prévoit la loi sur la LEPI, lorsqu'on fait un recensement, après le recensement, on fait ce qu'on appelle une enquête post-censitaire. Qui signifie quoi? On prend au hasard des zones données et avec des cadres de niveau plus élevé que les recenseurs, on refait le recensement. Et on voit, par rapport à ce que les recenseurs ont fait, quelle est la différence pour voir si les recenseurs ont bien fait leur travail. Et en fonction, lorsqu'on compare les deux, en fonction de l'écart qu'il y a, on dit le recensement est bon ou il n'est pas bon. C'est ça l'enquête post-censitaire. Quand on finit un recensement, on prend des zones échantillons et on refait le recensement. Et on compare avec ce qu'on appelle
l'écart qu'il y a vous indique si le premier recensement a été bien ou mal fait. La CPS a refusé de faire le recensement post-censitaire. Ils ne l'ont pas fait. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils sont dans l'incapacité de dire quel est le taux de réalisation du recensement. Est-ce qu'on a recensé 90% des gens? Est-ce qu'on a recensé 30%? Est-ce qu'on a recensé 100%? Ils ne peuvent pas le dire parce qu'il n'y a pas eu d'enquête post-censitaire. Voilà la première faille importante qui fait que les résultats que la CPS a exhibés, quand nous sommes arrivés là-bas la dernière fois, ils sont dans l'incapacité de savoir si tout le monde a été recensé. Ils ont voulu faire un palliatif en déposant des registres pour dire de s'inscrire dans ces registres. Ce n'est pas ça qui permet de mesurer le nombre de gens qui n'ont pas été recensés. Donc le recensement, aujourd'hui, au résultat, personne ne peut dire quel est le taux de recensement. Premier constat, au niveau du recensement. Deuxième constat, à partir des gens qui ont été recensés, on a fait l'enregistrement. Cet enregistrement, par rapport aux gens recensés, laisse de côté 1 300 000 personnes recensées et non enregistrées. Troisième constat, les cahiers registres que la CPS a déposés pour demander aux gens de s'inscrire en vue des corrections à l'intérieur de ces cahiers, la CPS dit avoir eu 365 000 personnes dans les cahiers, qui eux également ne sont pas parmi les électeurs aujourd'hui. Voilà les constats. Impossibilité de dire si le recensement est exhaustif. Entre le recensement et l'enregistrement, 1 300 000 personnes non enregistrées. Les registres qui ont été déposés, soit pour que ceux qui n'ont pas été recensés s'inscrivent, ou ceux qui ont été recensés mais ne retrouvent pas leur nom s'y inscrivent, dans ces registres, il y a 365 000 personnes. Voilà le résultat. Et comme je vous l'ai dit, nous avions convenu, nous, de ne pas de nous retirer de l'établissement, de ne pas perturber le système et d'apprécier le résultat. Nous sommes à la phase d'appréciation des résultats. Et à cette phase d'appréciation des résultats, nous disons que le résultat est mauvais. Il est mauvais pour les raisons que je viens de citer. Il est mauvais parce que nous avons voulu de la LEPI comme un instrument d'amélioration de notre système démocratique. Mais on ne peut pas dire qu'un mécanisme qui exclut les citoyens, qui les prive de leur droit de vote, qu'un mécanisme qui prive les citoyens de leur droit de vote est un mécanisme qui améliore le système démocratique. On ne peut pas dire ça. Ce n'est pas possible. Pas possible. Ça ne peut pas être une amélioration que d'éliminer des gens qui avant votaient et ne votent plus. Si on leur dit, mais vous voyez, on a amélioré le système, c'est pour ça que vous ne votez plus. Je crois qu'à leur niveau, il y aurait quand même quelques interrogations. Drôle d'amélioration que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous voudrions souligner qu'on en est arrivé là parce qu'on n'a pas voulu d'un système consensuel. On n'a pas voulu discuter avec ceux qui portent des observations sur ce qu'on est en train de faire. On a décidé que, coûte que coûte,
il faut qu'on utilise la LEPIP en 2011. Mais on a démarré la LEPIP trop tard. Les experts avaient dit c'est pour 18 mois, il faut 18 mois. Si ce n'est pas 18 mois, on ne peut pas le réaliser. On a démarré. Quand il y a des difficultés, on a dit non, en 12 mois, on peut faire. À force de comprimer les délais, on a bâclé les différentes phases. Et c'est ça qui nous amène à la situation où nous sommes maintenant. Situation où plus d'1 million de nos compatriotes qui votaient ou qui sont en âge de voter se trouvent privés du droit de vote. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas considérer que c'est une avancée démocratique le fait qu'on a réussi à priver des gens de leur droit de vote. Ça, ce n'est pas possible. Dans ces conditions, nous pensons que le moment est venu, peut-être que ceux qui se refusaient à s'asseoir pour discuter, pour améliorer le système, peut-être que le moment est venu qu'ils acceptent de s'asseoir et de voir ce qu'il y a lieu de faire. Nous pensons que le moment est venu pour qu'ils acceptent enfin de s'asseoir pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Et nous sommes dans la disposition permanente qu'il faut améliorer ce qui est là. Et s'il est amélioré, personne ne s'opposera à ce qu'il soit utilisé. On a fini par faire de la LEPIP genre de mythe, et les gens, on leur a donné des incantations. Alors, c'est un outil de développement. On voit des types qui manifestent, qui se disent parce que c'est un outil de développement. J'ai encore entendu ça ce matin. Ça veut dire quoi, un outil de développement? Ça veut dire qu'il faut mal faire l'outil parce qu'il sert au développement. Ça veut dire quoi ça? Parce que précisément c'est un outil de développement, il faut se donner le temps de bien le faire. Parce qu'il doit servir pour des dizaines d'années. Donc il faut se donner le temps de bien le faire, il ne faut pas le bâcler comme ce qu'on est en train de faire là maintenant. Parce qu'on veut l'utiliser à tout prix en 2011. C'est cela qui est l'élément grave. Mais ne nous trompons pas. Derrière ça, il y a une stratégie politique. Il y a une stratégie politique dont nous avons vu les prémices en 2008. En 2008, le gouvernement a réussi à saboter le travail de la Sénat en ne mettant pas les ressources financières à temps à la disposition de la Sénat. Le président Soko, comme je vous l'ai dit, et moi-même, votre responsable politique, nous avons fait la navette entre le ministère des Finances et la Sénat plusieurs fois pour que les ressources soient mises à la disposition de la Sénat. Plusieurs fois. Avant que les ressources n'aient été mises, finalement, les 3 derniers jours. Les 3 derniers jours. Et à la fin, le gouvernement dit, j'ai mis tout l'argent nécessaire à la disposition de la Sénat, mais on n'a pas dit qu'on n'a pas mis l'argent à temps à la disposition de la Sénat. Le gouvernement a ainsi réussi à saboter le travail de la Sénat dans l'intention que nous avons compris par la suite, que les élections soient mal organisées pour lui permettre de contester les résultats et de remplacer les maires, les conseillers, etc. Ça a été une technique, une stratégie pour récupérer, pour refaire les élections à travers les différentes décisions, soit de la Cour suprême, soit des votes qui ont été reprises. Donc, ayant réussi cet exercice-là, c'est-à-dire en sabotant les élections, on a les moyens de pouvoir remettre en cause les résultats des élections. Ayant eu ce résultat pour les communales, le gouvernement a le pouvoir de rééditer ça, cette fois-ci pour les présidentielles.
À savoir que si les élections se passaient dans un désordre, ça permettrait à ceux qui auraient perdu, comme ça a été le cas au communal, ça leur permettrait de contester et de trouver peut-être les failles nécessaires pour conserver le pouvoir, comme ils l'ont fait en 2008. C'est pour ça que je dis, la précipitation actuelle n'a rien de fortuit. La précipitation actuelle obéit à une stratégie politique tendant à faire organiser les élections dans le désordre afin de tirer un profit politique de ce désordre. Sinon, est-il pensable, je vous donne deux exemples, est-il pensable que l'année précisément où on sent que les préparatifs ne sont pas bien avancés, c'est cette année-là qu'on avance la date des élections en février. C'est l'année où on sait que les choses ne sont pas prêtes, c'est cette année-là qu'on avance la date des élections pour que ça se déroule dans le plus grand désordre possible. Et donc, il y a une stratégie. Deuxième élément, mais souvenons-nous quand même que c'est le chef de l'État lui-même qui a saisi la Cour pour lui dire d'interdire l'affichage des résultats des élections dans chaque bureau de vote. Même si la Cour constitutionnelle ne l'a pas suivi, au moins cette saisine nous a donné sa volonté, ce que lui souhaite. S'il souhaite qu'on n'affiche pas les résultats, si d'après lui ce qui serait bon, l'avancée démocratique pour notre pays, c'est de ne pas afficher les résultats dans les bureaux de vote, c'est quand même une indication sur sa volonté, oui ou non, de transparence. C'est pour ça que nous devons lire attentivement tous ces signaux-là et les interpréter et savoir qu'il n'y a rien de fortuit. Il n'y a rien de fortuit. On dit que la Cour constitutionnelle trouve que les choses traînent, qu'il faut aller vite. Mais c'est vraiment une chose extraordinaire. Nous avons voté la loi qui permet à la Sénat de s'installer. Nous l'avons votée au mois de novembre. La Cour, le chef de l'État et la Cour ont mis un mois pour faire connaître la décision de la Cour qui cassait la loi. Un mois. Par le passé, ces lois électorales, on n'a jamais eu plus de 8 jours pour avoir les décisions de la Cour. Cette fois-ci, la Cour, le chef de l'État, a utilisé tout le temps que la Constitution lui donne. La Cour constitutionnelle a utilisé tout le temps qu'il lui faut, et on a mis un mois pour donner une décision sur une loi urgente. Et au bout d'un mois, décision merveilleuse de la Cour. La Cour dit qu'il est urgent d'installer la Sénat. Après avoir passé un mois à garder la loi, elle prend la décision à la fin pour dire c'est urgent. Cela me rappelle ce qui nous est arrivé aux élections communales. La loi dit que après les résultats des élections communales, il faut 15 jours après, on doit installer le conseil communal et élire les maires. Que nous allons aux élections avec la liste de la Sénat. La loi dit, la liste avec laquelle on va aux élections, c'est la liste de la Sénat. Si vous prenez possession d'une liste auprès de la CPS ou auprès de qui que ce soit, sachez que le jour du vote, le responsable des listes qu'on va trouver dans les bureaux de vote
c'est vous, c'est pas la CPS. Les élections s'organisent avec la liste de la Sénat. Donc, sachez ce que vous allez prendre. Pour que ça ne soit pas un brûlot pour vous. Nous sommes venus vous le dire parce que lorsque les choses, nous ne le souhaitons pas, se passeraient mal, nous nous adresserons à vous, nous nous en prendrons à vous, pas CPS, Mirena et tout ça, et seraient déjà hors de portée parce que vous, c'est vous qui prenez la liste et qui organisez les élections. Voilà ce que nous sommes partis dire aux membres de la Sénat. Je leur laisse le soin de dire l'embarras dans lequel ils se trouvent. Ce n'est pas mon problème. Nous avons dit, nous venons attirer votre attention sur la question. Sachez ce que vous allez prendre, mais sachez surtout qu'une fois que vous avez pris, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous avez en main et de ce que l'outil que vous voulez utiliser. Et nous serons là pour apprécier. Enfin, notre position, comme je voudrais le rappeler, c'est que tous ceux qui n'ont aucune raison d'être éliminés d'une liste électorale ne peuvent pas être privés de leur droit de vote. Le recensement est un recensement porte à porte. Qui veut dire, reste chez toi, on vient te recenser. Quelle est ta responsabilité si on n'est pas venu te recenser? On n'a pas dit, va à tel endroit pour te faire recenser et tu n'as pas été. On dit, reste chez toi, on viendra te recenser. Si on ne vient pas chez toi, quelle est ta responsabilité? Tu n'as aucune responsabilité. Donc on ne peut pas reprocher à quelqu'un de n'avoir pas été recensé. Il appartient à l'organe chargé de recensement de veiller à ce que tout le monde soit recensé. Donc, le responsable des gens non recensés, c'est la Mirena, c'est la CPS. Ce ne sont pas les populations. Donc, ils n'ont aucune responsabilité dans cette situation. Deuxième cas, ceux qui ont été recensés, on leur récépissé. Ils vont pour être enregistrés. On ne retrouve pas leur nom. Quelle est leur responsabilité? Ils sont même venus sur les lieux et on a la preuve qu'ils sont venus sur les lieux puisqu'on a écrit leur nom dans des cahiers. Quelle est leur responsabilité? Il faut qu'on les sanctionne pour n'avoir pas fait ce qu'on leur a dit de faire. Donc, ceux-là qui n'ont aucune responsabilité dans la situation qui leur est faite, nous estimons qu'on doit trouver les formules pour leur permettre de voter. Voilà notre commentaire sur la question. Ce que je rappelle en disant, nous avons dit, le processus d'établissement de la liste électorale tel que cela a débuté avec une cartographie censitaire mal faite, ce processus aboutira à un mauvais résultat qu'il faut le corriger. La première alerte que nous avons donnée, nous n'avons pas été suivis. N'ayant pas été suivis, nous nous sommes retirés du processus en retenant que, premièrement, nous nous retirons. Deuxièmement, nous ne faisons rien contre pour entraver ce qui est en train d'être fait. Troisièmement, que nous apprécierons au résultat. Nous sommes à la phase du résultat. Nous regardons ces résultats et nous faisons le constat qu'il est impossible de savoir le taux d'exhaustivité du recensement, que des gens ont été laissés hors de la liste électorale sans que ces personnes n'aient aucune responsabilité dans la situation qui leur est faite. De ce fait, nous exigeons que ces personnes retrouvent leur droit de vote parce qu'elles n'ont aucune responsabilité dans la situation qui leur est faite et qu'on ne peut pas leur dire que le progrès démocratique auquel nous aspirons implique que eux, ils sortent du système électoral. On ne peut pas leur dire ça. Voilà les conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Et
nos propositions, celles-là. Si les autres partenaires sont d'accord pour que nous organisions une table ronde politique pour examiner le processus, évaluer là où on en est et prendre des décisions qui permettent d'organiser de bonnes élections, nous sommes tout à fait prêts à prendre part à une telle concertation qui aura pour objectif nécessairement d'intégrer dans le système ceux qui sont éliminés aujourd'hui. Voilà les quelques indications que je voulais vous donner. C'est plus long que je le pensais. Mais vous savez, le sujet est si important et si angoissant pour la population qu'il vaut mieux en parler. Ce qu'il faut dire. Si vous êtes dans la voiture, le chauffeur de taxi là, il file. Si vous êtes là en disant, je ne veux pas d'troubles dans notre pays, doivent s'intéresser à la cause des troubles dans notre pays. Nous qui n'avons plus accès aux médias publics au même niveau que les autres, nous avons été particulièrement longs d'avoir suivi notre exposé qui a été anormalement long. Je pense qu'il était vite. Et je suis très heureux d'ailleurs de voir que les premiers couteaux sont là pour que nous puissions nous expliquer davantage. C'est à cette fin que je m'intéresse. Merci beaucoup.